Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Laetitia Augeorzelecguinchard. Des bibliothèques contre l'incertitude. L'expérience ethnographique des pairs comme équipement, 2021. Laurent Aucher, Daniel Champion, Récits d'anciens. Métallo, 2021. Raymond Sala, Alain Tarius, Johan Becat, Un millénaire de cosmopolitisme féminin à Perpignan et à ses frontières, 2021. Roland Guillon, La politique et l'art. Entre globalisation et pandémie, 2021. Georges Jourdam, L'emploi non salarié. Mutation et transformation, 2021. Apollinaire Sam SimantotomafUTA à dire. Jeunesse d'ici et d'ailleurs. Récit, mobilisation, éducation et socialisation, 2021. François Palama Bongo Nzinga. Enrichissement de vocabulaire de sociologie. Glossaire de l'audiosociologie, 2021. Dominique Mel, La PMA déconfinée, la révision de la loi de bioéthique en 2020-2021. Philomène Nicole Eyne, Souffrance au travail. La sphère privée en appui du combat des salariés 2020. Remerciements. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont inspiré cette thématique, de même que ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce projet. Je salue également ma sensibilité exacerbée, sans laquelle je ne me serais peut-être pas autant intéressé aux émotions. Introduction. Depuis les années 80, la majorité des sociétés qui composent la planète semblent dominées par l'affect. En effet, la société de consommation, les nouvelles technologies, mais aussi les guerres et autres actes terroristes ont souvent conduit l'homme à réagir avec ses émotions, et parfois même à se réfugier dans son passé et ses souvenirs de manière nostalgique. Les médias, acteurs principaux de ce phénomène, parlent souvent de société malade, ou encore de société affective, lorsqu'il s'agit de qualifier l'état du monde. Face à ce malaise terrestre, cette souffrance personnelle parfois liée à une profonde nostalgie, l'homme ému et éprouvé va réagir. Il chantera pour un pays dévasté, écrira sur une personnalité connue défunte dont il se sentait proche, décrira son combat contre le cancer, etc. Certains s'exprimeront par le biais d'une pratique artistique, sculpture, installation, peinture, dessin performant. C'est sur ce type d'extériorisation que nous orienterons notre réflexion. En effet, l'affect, de plus en plus prédominant dans le monde, semble avoir trouvé l'apogée de sa décharge, de son expression dans l'art, au point qu'il ne puisse presque plus s'en détacher. Marina Abramović et Jeff Koons sont deux exemples parmi tant d'autres, choisis pour la différence de leur exécution artistique, de leur nationalité et de leur vécu. Deux êtres que rien ne semble réunir, et qui pourtant, après étude, seraient tous deux dans leur pratique, fortement impactés par leur affect. Avant toute chose, il est important de faire le point sur quelques termes clés. Pour commencer, l'affect est un processus que l'on pourrait, au sens propre comme au sens figuré, considérer comme étant au cœur de l'être humain. Il s'agit à la fois d'un concept et d'un état d'esprit pluridisciplinaire attaché aux sciences cognitives, présent au sein de chaque être et qui ressurgit de manière plus ou moins consciente dans sa vie. Caractérisé par les émotions et les sentiments tels que la peur, la nostalgie, l'amour ou l'espoir, l'affect va alors être déchargé par l'homme à travers divers procédés dits exutoires, comme la parole, l'écriture, le dessin mais aussi l'achat, le divertissement ou le voyage. Avant d'intégrer les sciences sociales, l'affect était une notion surtout étudiée en psychologie, de par son influence directe sur le comportement de chacun. Cependant, les professionnels se sont accordés à dire que l'affect n'avait aucun lien avec l'intellect. Par la suite, les philosophes se sont également intéressés à ce concept.
C'est notamment le cas de Spinoza dont l'opinion sur le sujet se rapproche de la sociologie de manière très significative. Selon lui, les affects déterminent qui nous sommes et ce que nous faisons en étant des sortes de processus de valorisation. À ce propos, il dira d'ailleurs : il n'y a pas de valeur, il n'y a que des processus de valorisation. Les affects seuls sont les opérateurs de cette valorisation. Par ce biais, Spinoza annihile le libre arbitre. Tout ce que fait l'homme est gouverné par ses affects, qu'ils soient négatifs ou positifs, et la décharge de ces affects permettrait presque systématiquement d'aboutir à un sentiment ou une sensation positive telle que la satisfaction, le bien-être ou la légèreté. Au XXe siècle, l'étude de l'affect s'est étendue aux sciences cognitives, la notion étant perçue à la fois comme une contribution positive à l'intégration de l'être dans son milieu, c'est-à-dire son environnement spatio-temporel, et à l'inverse comme un dysfonctionnement. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que vont naître les sciences affectives, dans le but de comprendre le fonctionnement de l'affect, comment et pourquoi ce dernier agit sur le comportement et la pensée. En somme, leur objet serait l'étude des mécanismes de l'affect. L'anthropologie s'est par conséquent attelée à l'étude des états affectifs et de la manière dont ces derniers ont été construits. Selon David Le Breton, dans son ouvrage Les passions ordinaires, Anthropologie des émotions. L'affectivité symbolise le climat moral qui baigne en permanence le rapport au monde de l'individu. La résonance intime des choses et des événements tels que la vie quotidienne les dispense sur une trame discontinue, ambivalente, insaisissable par sa complexité et sa mosaïque. C'est donc cette pluridisciplinarité et cette grande complexité de l'affect que de nombreux et éminents spécialistes de domaines variés, tels que Jacques Boussira, Anne Sauvagnargues, Gilles Deleuze, David-Émile Durkheim ou encore David Le Breton ont exploré. Nous pouvons également trouver quelques études de l'affect dans l'art. Parmi celles que nous trouvons les plus pertinentes, notons celle de Carole Talon-Hugon, philosophe spécialiste en esthétique qui a mis l'accent sur l'aspect négatif des affects dans l'art. Selon elle, il y a un paradoxe des affects négatifs qui désigne le fait que l'art réussit à esthétiser bien des choses. Le laid, le banal, le tragique, la mort, la souffrance, etc. L'auteur précise aussi que la décharge des affects négatifs permet de surmonter la négativité des sentiments. De son côté, Catherine Grenier, conservatrice en chef du patrimoine et historienne de l'art, a étudié l'importance de l'affect dans l'art contemporain en général, pour conclure que le XXIe siècle est placé sous le signe des émotions, du pathos ou encore de l'empathie. Les arts actuels toucheraient ainsi le public par le biais des affects, et donc de la connaissance pathétique du spectateur. Sa problématique étant relativement proche de notre axe de recherche, nous reviendrons régulièrement sur la réflexion tenue par la conservatrice. L'économiste français Frédéric Lordon a rédigé une étude du rapport entre l'affect et les sciences sociales. Cette analyse est très pertinente au regard de la position sociologique qu'il nous faudra adopter, d'autant plus qu'elle s'applique aussi à l'art. À l'instar de Catherine Grenier, Frédéric Lordon considère que la société actuelle est purement affective. De ce fait, il constate que les sciences sociales ont tendance à s'intéresser à cet affect par un retour fulgurant de la primauté de la figure de l'individu, de l'acteur et du sujet. Il devient ainsi nécessaire de se préoccuper des sentiments de l'homme. Enfin, les recherches de David Le Breton ont particulièrement retenu notre attention. Le raisonnement du socio-anthropologue est focalisé sur le corps et la douleur, ce qui est particulièrement intéressant pour notre réflexion concernant l'artiste Marina Abramović. Le chercheur s'est longuement attardé sur le lien qui pouvait exister entre l'affect, les émotions et le corps, et revient régulièrement sur la performance artistique. Pour Le Breton, l'émotion, et donc l'affectivité, est ce qui différencie l'homme du robot. L'homme ne peut vivre autrement qu'affectivement, mais en étant plus ou moins conscient de ce processus et parfois, il ne l'assume pas. Ainsi, l'auteur indique que la raison est toujours liée au cœur. L'affect s'impose à l'homme et revient constamment dans son vécu par le biais d'émotions et de sentiments. Il explique aussi que les émotions et les sentiments sont dépendants de logiques personnelles et sociales, champ habitus, mais aussi de la situation culturelle dans laquelle il s'inscrit. L'affect va orienter notre vie sociale, nous avions déjà pu voir cela chez Spinoza,
et l'affectivité se tisse ainsi dans l'enchevêtrement inextricable du monde et du sens à l'échelle singulière de tout individu. Il est donc un fervent manipulateur qui influe sur soi et sur les autres. Enfin, pour l'anthropologue, l'affectivité est liée à l'interprétation et à l'expression d'un événement. Nous pourrions alors d'ores et déjà nous permettre d'affirmer que l'art peut être considéré comme une sorte de traduction affective, comme le fruit d'une décharge émotionnelle. Nous avions évoqué un peu plus haut que l'affect est tissé à partir des émotions, humeurs et sentiments, termes que nous allons utiliser tout au long de notre propos et que par souci de clarté, il est nécessaire de définir succinctement. Nous suivons David Le Breton pour qui l'humeur est perçue comme étant un climat affectif provisoire. Le sentiment est quant à lui une tonalité affective envers un objet à durée. Il va, en d'autres mots, être une manifestation, c'est-à-dire une sensation corporelle ou mentale, un geste ou toute autre signification culturelle qui ont été appris dans la vie de l'homme et selon la société dans laquelle il s'inscrit. Le sentiment va alors s'expliquer selon un mode de vie commun à un groupe ou une ethnie, mais aussi par l'échange social. Nous pouvons donner l'exemple de l'amour ou de la haine portée à quelqu'un. L'émotion est quant à elle la résonance d'un événement passé, présent ou à venir, réel ou imaginaire dans le rapport au monde de l'individu. Elle est un moment provisoire né d'une cause précise où le sentiment se cristallise avec une intensité particulière, joie, colère, désir, surprise, peur. Là où le sentiment comme l'amour, par exemple, est le plus enraciné dans le temps, davantage intégré à l'organisation ordinaire de la vie, plus accessible aussi à la possibilité d'un discours. Le sentiment permet l'émotion, comme l'amour permet le désir. Leur traduction est à la fois positive et négative, et l'émotion aura toujours un impact physique et intellectuel sur la personne. Pour reprendre l'exemple de l'amour, le cœur qui bat plus fort, une sensation de chaleur, mais aussi un manque de concentration au travail, parfois un éloignement du cercle amical, etc. Nous pouvons ainsi partir de la supposition qu'en ce qui concerne Jeff Koons et Marina Abramović, l'art serait une traduction affective de sentiments bloqués, d'émotions enfouies ou qu'ils n'ont pas réussi à extérioriser, voire à exorciser autrement que par le biais de la pratique artistique. Les émotions de base sont difficiles à définir et beaucoup de théoriciens, principalement psychologues et anthropologues, tels que Robert Plutchik, Werner Kemper, Carol Izard ou encore Nico Frijda, se sont essayés à les classifier. Malheureusement, ces tentatives ont souvent été conflictuelles, et les typologies rarement défendues de manière pertinente. Après avoir analysé chacune des études de ces théoriciens, c'est la classification de l'éminent psychologue Paul Ekman, probablement la moins critiquée, qui nous a semblé la plus adaptée à nos besoins. En effet, Paul Ekman a consacré une grande partie de sa carrière à étudier l'universalité de l'expression faciale des émotions. En 1972, il établit en compagnie du psychologue Sylvan Tompkins sa première classification émotionnelle à partir de critères physiques. Elle comprend la tristesse, la joie, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Cette première classification nous a particulièrement intéressés pour étudier le cas de Marina Abramović. Mais il nous fallait idéalement trouver une typologie qui pouvait convenir à nos deux artistes, afin de pouvoir faire une analyse comparative juste. En 1990, Paul Ekman élargit seul sa première classification, ajoutant 10 autres émotions fondamentales ne dépendant pas nécessairement d'expression faciale. Il s'agit de l'amusement, la satisfaction, la gêne, l'excitation, la culpabilité, la fierté dans la réussite, le soulagement, le plaisir sensoriel, la honte et le mépris. Nous avons dès lors choisi la version la plus complète de la classification d'Ekman, pour les deux artistes étudiés. Ainsi, il nous a été possible de classer les événements les plus marquants de la vie de Koons et d'Abramović d'après leurs biographies et autobiographies respectives, de dresser un bilan affectif pour chacun et enfin d'analyser les similitudes et les différences émotionnelles entre l'un et l'autre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, présentons brièvement les deux artistes étudiés. Né le 21 janvier 1955 à York, en Pennsylvanie, Jeff Koons est aujourd'hui un des artistes vivants les plus cotés au monde. Issu d'une famille unie ayant un fort intérêt pour les arts, il fut très vite attiré par les musées, l'art en général, mais aussi par la pratique de la peinture.
Ses proches ne manquèrent pas d'encourager cette inclination dès son plus jeune âge. Au début de son adolescence, Jeff Koons fit quelques peintures qui furent vendues dans la boutique de décoration de son père et dans des salons de présentation du travail de ce dernier. En 1977, l'artiste sort diplômé du Maryland Institute College of Art de Baltimore, puis de la School of the Art Institute of Chicago dans l'Illinois. C'est au cours d'un emploi étudiant au MoMA de New York que naquit en lui le goût des affaires. Affecté au guichet des abonnements, son bagou lui fait battre des records de vente. Il entra par la suite à Wall Street comme courtier dans l'or et le coton, tout en continuant à s'intéresser à l'art mais aussi et surtout à créer. En 1985, Jeff Koons réalisa sa première exposition à la Galerie internationale Louise Monument de New York, présentant sa série Equilibrium, inspirée des ready-made de Duchamp et des accumulations d'Armand. Le succès de cette exposition permit à Koons de délaisser Wall Street pour se consacrer uniquement à l'art. Jeff Koons est aujourd'hui un artiste éclectique et l'ensemble de sa production présente une grande diversité de matériaux et de coloris. Ils ont pour objet l'enfance, la sexualité, ou encore le combat contre la désillusion. L'artiste tente sans doute par l'intermédiaire de l'affect, d'atteindre un public toujours plus large et varié, l'aidant à s'accepter lui-même et à accepter le monde. En effet, cette notion prédomine dans le travail de l'artiste. Non seulement il s'en sert pour charmer son public, mais on observe aussi dans son travail d'étranges similitudes entre les événements de sa vie et ce qu'il représente. Pour cause, la vie de Jeff Koons a été traversée par des moments difficiles, comme sa séparation avec Ilona Staller, dite la Cicciolina, ou encore la perte de la garde de son fils. Il est également nostalgique de sa propre enfance, de cette période où il était choyé tel un enfant roi. Certaines de ses séries telles que Célébration, Made in Heaven ou encore Luxury and Degradation rappellent, comme nous le verrons plus loin, tous ces événements. Toutefois, Jeff Koons semble ne pas assumer les similitudes flagrantes entre sa production artistique et sa vie personnelle, et il n'en parle que très rarement dans ses nombreux entretiens, changeant de sujet, mal à l'aise, dès qu'il en a la possibilité. Enfin, malgré sa notoriété d'artiste accompli, Jeff Koons est toujours sujet à polémique, notamment par ses choix de vie et la provocation qui peut être perçue les objets qu'il produit et leur fabrication. Marina Abramović est née à Belgrade le 30 novembre 1946, de parents militaires engagés dans la lutte contre le fascisme. C'est sous le sévère joug matriarcal qu'elle grandit, son père ayant abandonné le foyer familial en 1964. Marina sut très tôt qu'elle voulait être artiste. Ses parents lui avaient aménagé un studio de peinture dans une pièce de leur appartement, et sa mère l'encourageait à peindre, vendant ses tableaux à son entourage ou à quelques galeristes de la ville. Ce soutien artistique de la part de sa mère fut sans doute la seule chose positive qu'elle put lui reconnaître. Hormis le matériel de peinture, la jeune fille n'avait droit à rien et se faisait régulièrement battre sous le regard impuissant du reste de la famille. Ces violences à répétition lui ont d'ailleurs valu de longs mois à l'hôpital. Après avoir étudié successivement aux Beaux-Arts de Belgrade et de Zagreb, Marina enseigna la performance aux Beaux-Arts de Novi Sad, tout en ayant une pratique personnelle soutenue. Elle fut mariée à 20 ans par dépit à un artiste serbe de son école, mais en 1975, elle rencontra Frank Joey Lezipen, dit Huley, lors de la présentation de sa performance Thomas Lips à Amsterdam. Il devint alors son amant et son collaborateur jusqu'en 1988. L'artiste abandonna alors famille et mari pour vivre à ses côtés. Le travail de Marina Abramović, seule ou accompagnée, repose essentiellement sur la prise de conscience du corps de la femme et sur sa capacité à n'être qu'un objet. Elle joue sur les degrés de douleur et les sensations énergétiques, par le biais de mises en situation et d'actes le plus souvent violents, scènes de nudité exhibées, de mutilation, de mise en danger extrême que nous verrons tout au long de notre analyse. À travers la performance, Marina Abramović questionne sans cesse ses propres limites physiques en se mesurant avec la mort et avec le public. Contrairement à Jeff Koons, les rapports entre l'enfance et la vie de l'artiste ainsi que la production de ses happenings sont tout à fait explicites et revendiqués. Marina Abramović se sert de la création artistique pour transcender ses peurs et ses angoisses en prenant le public à partie. Ainsi,
Il n'est pas anodin de la voir, nue, arborant la calotte militaire de sa mère dans une performance où elle se scarifie puis se flagelle, Thomas Lips Reperformance. Abramovich fut primée de nombreuses fois pour ses performances, considérée comme fondatrice de l'art du happening, en dépit, certains diront, du caractère dérangeant des actes qu'elle présente. Actuellement âgée de 74 ans, l'artiste demeure active, mais elle s'est assagie, s'autoproclamant la grand-mère de la performance. Elle continue d'enseigner sa méthode à de jeunes étudiants en art dans son institution, MAI, ou par le biais de workshops dans le monde entier. Deux profils pour le moins antithétiques sur lesquels nous avons choisi de nous appuyer pour tenter de savoir si l'affect peut relier deux artistes diamétralement opposés, et mettre en exergue les éléments qui nous permettraient de justifier cette hypothèse. Pour ce faire, il s'agira d'étudier méticuleusement les répercussions que peut avoir l'affect au sein des trois composants d'une œuvre d'art, à savoir le créateur, l'objet d'art et le récepteur. Nous verrons ainsi comment ces différents pôles s'articulent et interagissent au sein du processus créatif, par le biais d'un éventuel impact affectif. 1. Jeff Koons et Marina Abramovich. Des vies différentes mais profondément affectives. 1. Marina Abramovich. Une vie passée à traverser les murs. Pour commencer notre étude, il est primordial de revenir sur la vie de chacun de nos deux artistes. Nous pourrons ensuite tenter de faire un parallèle affectif entre certains éléments vécus et leur création artistique. Il ne s'agira pas ici de constituer des biographies approfondies de Marina Abramovich ou de Jeff Koons, puisqu'elles n'apporteraient pas de pertinence supplémentaire à notre propos. Nous ferons une analyse thématique de certains moments considérés comme importants par chacun des deux artistes, ou qui sont récurrents dans les différentes lectures et visionnages de vidéos que nous avons pu effectuer. Cela nous permettra de rebondir sur les sentiments et émotions qui émanent de chacune de ces thématiques. Nous tenterons dans la mesure du possible de faire abstraction de la création artistique, puisque ceci sera l'objet de notre seconde partie. Commençons par le cas de Marina Abramovich, dont l'autobiographie Walk Through Walls nous a été d'une aide considérable, et sera quasiment l'unique support de ce chapitre. Dans cet ouvrage sans secret ni tabou, l'artiste se livre à la narration de sa vie depuis sa naissance jusqu'à la programmation de son enterrement futur. Ce livre bouleversant, au tragique ponctué d'un humour noir propre aux régions balkaniques, a d'ailleurs inspiré le titre de cette sous-partie. L'enfant. La vie de Marina Abramovich fut toujours difficile. Elle naquit prématurée et sa mère, Danica, faillit mourir en couche d'une septicémie, ce qui la contraignit à rester alitée dans une chambre d'hôpital toute une année. L'artiste se décrit alors comme un bébé en mauvaise santé et très maigre. Je suis née prématurément. La naissance a été très difficile pour ma mère. Le placenta n'est pas sorti complètement. Elle développa une septicémie. Elle était presque morte, et a dû rester à l'hôpital pendant presque un an. J'étais en mauvaise santé et ne mangeais pas bien, je n'avais que la peau sur les os. Elle vécut les 6 premières années de sa vie avec sa grand-mère, et ne voyait ses parents que le week-end, en ayant toujours en tête la culpabilité d'avoir manqué d'ôter la vie de sa propre mère et briser l'harmonie qui régnait entre ses deux parents. J'ai toujours cru que ma naissance avait détruit la symétrie du mariage de mes parents. Après ma naissance, après tout ce qui s'est passé, leur relation est devenue violente et terrible. Et ma mère m'a accusée toute ma vie d'être comme mon père, celui qui est parti. La jeune fille ne fut pas seulement accusée, du fait d'exister, elle fut aussi régulièrement battue à sang par sa mère et sa tante. L'artiste considère que cette période de sa vie fut la plus difficile qu'elle ait connue car profondément triste, emplie de peur et d'angoisse. C'est d'ailleurs ce qui revient le plus dans l'autobiographie de Marina Abramovich. Les coups. Pour tout, et surtout pour rien, constamment, du jour où elle retourna vivre chez ses parents jusqu'au moment où elle put en partir, à l'âge de 30 ans. J'étais fréquemment punie pour la moindre infraction et la punition était presque toujours physique. Des gifles et des coups. Ma mère et sa sœur Ksenia, qui nous avaient rejoints temporairement, me donnaient cette correction, jamais mon père. Elle me tapait jusqu'à ce que je sois noire et bleue. J'avais des hématomes partout. Mais parfois, elles avaient d'autres méthodes. Ces dernières n'étaient autres que de l'enfermer dans un placard, avec interdiction d'allumer la lumière.
La jeune Marina, effrayée en permanence et craignant les coups à chacune de ses actions, développa une hémophilie psychosomatique qui l'obligea à rester hospitalisée durant 3 mois. Une fois sortie, les actes de violence reprirent de plus belle, sans jamais que son père ne prît part, autant pour participer à la correction que pour la défendre. Ces sévices continus furent aussi pour Marina Abramović le début de nombreux cauchemars, dont témoigne l'ouvrage de James Westcott, When Marina Abramović Dies, a biographie. La peur d'enfreindre les règles se répandit aussi dans les rêves de Marina. Elle commença à faire de terrifiants cauchemars, et des rêves de plaisirs secrets, de symétrie brisée. Comme nous l'avions évoqué en introduction, outre ses abus physiques, Marina n'avait droit à rien d'autre que lire ou peindre. Ses loisirs étaient tolérés et même encouragés par sa mère. Ils devinrent très vite les seuls refuges pour la jeune fille, qui sut dès lors qu'elle serait artiste. De manière générale, Abramović ne connut aucune douceur, aucun amour ni bien-être au cours de son enfance et cela ne fit qu'aller de mal en pis au fil des années. Ses moindres faits et gestes étaient minutieusement surveillés et chacun de ses actes et loisirs lui était dicté de manière très stricte. James Westcott, dans son ouvrage biographique When Marina Abramović Dies, a biographie revient sur ce point. Tôt chaque matin, Danica posait dans la chambre de Marina une liste d'instructions et de questions pour la journée qui incluait toujours quelques mots de français à apprendre. Danica n'a jamais embrassé sa petite fille, de crainte que cela ne la gâte. Marina ressentait un énorme besoin d'être aimée, ce qu'elle n'a jamais connu de sa mère et devint bloquée par la timidité et triste. L'enfance de Marina Abramović fut donc la période qui eut le plus d'impact sur sa vie, par les nombreux traumatismes vécus, par divers sentiments négatifs tels que la peur, l'angoisse, la tristesse, la douleur, l'accablement, la honte ou encore l'affliction. Curieusement, nous n'avons trouvé aucune mention de colère ou de forte révolte de la part de l'artiste. Enfin, il est bon de préciser que le petit frère de Marina, Velimir, était tout à son contraire, un enfant gâté et choyé, qui ne reçut jamais le moindre coup. Cela avait bien évidemment tendance à complexifier la situation, à placer la jeune Marina en position de bouc émissaire, et à nourrir en elle une jalousie presque maladive envers son cadet. La famille. Que ce soit de manière positive ou négative, la famille eut une importante influence sur l'artiste et l'ensemble de son vécu. Là encore, l'atmosphère est pesante et nous éloigne de l'idée que l'on peut se faire d'une famille ordinaire ou unie. Chacun vivait selon un rythme et un régime strict propre au statut militaire des 2 parents, le tout mêlé à un chaos construit de violences conjugales et conflits verbaux. L'artiste explique souvent que sa famille n'était que très rarement réunie, si ce n'est pour les fêtes de Noël organisées par Milika, la grand-mère de Marina sur laquelle nous reviendrons plus loin. Vojin, ou Voyo, le père de Marina était très souvent absent de par ses obligations militaires. De plus, opprimé par les exigences castratrices de sa femme, il entretenait une liaison amoureuse avec une jeune femme que Marina voyait régulièrement et qu'elle appréciait, ce qui l'éloignait encore plus du foyer familial. En 1964, le divorce sépare le couple formé par Danica et Vojin, et ce dernier s'installe avec sa maîtresse. Bien que favorable à cette nouvelle union, la jeune artiste vécut le départ de son père comme un abandon qui lui faisait perdre l'unique ami et allié qu'elle avait, et la laisser seule avec une mère hystérique et un frère avec qui elle ne s'entendait pas. Mon père ne m'a jamais puni pour quoi que ce soit, ne m'a jamais battue, et j'en suis venue à l'aimer pour ça. Bien qu'il ait été souvent absent à cause de son unité militaire pendant que mon frère était un bébé, Voyo et moi sommes progressivement devenus meilleurs amis. Il faisait toujours des choses agréables pour moi. Danica Abramović voulait contrôler tout ce qui l'entourait, y compris ses proches, et surtout Marina avec qui nous l'avons vue, elle était extrêmement dure. Tout devait être toujours parfait à la maison, tant au niveau de la propreté et du rangement, que dans la manière de se tenir. Ce dernier point, lorsqu'il n'était pas respecté, était d'ailleurs passible de coups sévères. Elle pouvait aller jusqu'à réveiller sa fille en pleine nuit, lorsqu'elle s'apercevait qu'elle dormait de manière trop désordonnée. Elle me réveillait au milieu de la nuit, si elle jugeait que je dormais dans une position trop désordonnée, ou que le drap ne montait pas assez haut sur mon corps. Bien qu'elle en souffrît grandement,
Marina Abramović ne parvint jamais à s'extirper de ce joug matriarcal et continua d'en souffrir bien après le décès de Danica. Nous l'avions également évoqué, la tante de Marina, Ksenia, était exactement comme Danica, et venait régulièrement séjourner chez sa sœur pour des raisons assez vagues. Cela était également l'occasion pour doubler la violence infligée à la jeune fille. La grand-mère de Marina Abramović fut la seule lueur d'espoir dans l'enfance de l'artiste, et lui permit de conserver quelques rares souvenirs agréables de cette période. Milica était une personne juste, bien que l'artiste rapporte que plus jeune, elle fut envers sa fille, exactement comme Danica fut avec elle. Cependant, elle était d'une douceur extrême avec la jeune Marina, endossant presque le costume de mère pour elle. Dès sa naissance, Milica décida de s'occuper de Marina, sa mère voulant la confier à une nourrice le temps de se remettre de l'accouchement. Marina passa chez sa grand-mère, les 6 premières années de sa vie, les plus paisibles. Je me souviens avoir voulu retourner dans la maison de ma grand-mère, parce que cela avait été un endroit tellement sécurisant pour moi. C'était très tranquille. Elle avait tous ses rituels le matin et le soir. Je sentais un profond sentiment de paix dans sa maison. Milica fut également un symbole de paix pour la famille Abramović, puisqu'en organisant les fêtes de fin d'année, elle était la seule à réussir à réunir la famille au complet et à faire en sorte que l'atmosphère fût sereine. Enfin, comme nous l'avons déjà brièvement évoqué, le frère de Marina fut pour elle un ennemi, puisqu'il était clairement le préféré de la famille. Cependant, même si rien ne semblait les unir, Marina, grâce à son sens profond de la famille, ou ce que beaucoup s'accorderaient à appeler l'obligation familiale, accueillit Velimir et sa fille Ivana lors des bombardements de Belgrade en 1999. Ainsi, la thématique de la famille peut évoquer différents sentiments majoritairement négatifs, tels que une fois encore l'affliction, l'accablement, mais aussi la douleur, la violence, l'angoisse, la tension, l'incompréhension. Toutefois, il subsiste 2 sentiments positifs émanant des relations qu'entretenait Marina avec sa grand-mère et son père, à savoir la paix, l'apaisement, la confiance et enfin la sûreté. La violence reçue et infligée. Bien que le sujet fasse l'objet d'une thématique à part entière, nous ne reviendrons pas sur la violence reçue par Marina Abramović au cours de son enfance, largement explicitée jusqu'ici. Nous allons plutôt nous attacher à la violence que l'artiste s'est infligée, en essayant de faire abstraction de sa production artistique. La violence permanente au sein de la famille Abramović a vite conduit Marina à se faire violence elle-même, volontairement ou parfois comme un acte manqué, tant son mal-être était profond. Les exemples sont nombreux, aussi nous n'en citerons que quelques-uns parmi les plus utiles à notre travail. Tout d'abord, complexée par son physique et plus particulièrement son nez, Marina Abramović tenta de le briser en fonçant droit dans la tête de lit en bois de ses parents. Pour ses 14 ans, le père de Marina lui offrit un pistolet et lui apprit à tirer. Quelques jours plus tard, elle invita un ami pour jouer à la roulette russe. Fort heureusement, le hasard fit qu'aucun des deux ne fut blessé. Ensuite, Marina s'est scarifiée toute son adolescence, jusqu'au jour de ses 16 ans, où, se sentant excessivement seule et abandonnée, et ayant pris conscience du caractère éphémère. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.